Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un Murray-licious cours de bourse. Et oui, aujourd'hui, ça sera pas juste un superbe, mais ça va être un Murray-licious cours de bourse avec le top 10 des questions des traders avancés. Donc, aujourd'hui, on va répondre à un tas de questions un peu pêle-mêle, mais de traders que ça fait un bout qu'ils font ça. Certains sont beaucoup dans le profit, que ça va bien et tout ça. Il y a un peu de tout dans cette vidéo-là. Donc, c'est à ne pas manquer parce qu'il y a beaucoup de choses importantes. Donc, on va commencer ça le plus rapidement possible par ne pas passer 3 jours sur tout ça. Donc, on va commencer par le numéro 1. Utilises-tu des indicateurs, mon cher Danny? Alors, je vous montre ça ici sur le tableau, le graphique. Est-ce que j'utilise des indicateurs? Première chose, je vais vous répondre réponse générale. Non, j'utilise pratiquement aucun indicateur. Et même les lignes que vous voyez ici sont là pour vous impressionner et vous mettre ça compliqué, mais je ne les vois pas. Elles sont là, mais je ne suis pas capable de les voir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'habituellement, je vais regarder le graphique, je vais me dire, bon, ok, beau graphique, on va focuser le niveau 2, on est rendu au niveau 2. Mais je ne suis pas en train de regarder la ligne. Le graphique va déjà tout me dire. Ici, on a un beau bull flag. J'étais dans l'erreur, ça casse, on est out, et ça continue à descendre. Des fois, on embarque dedans et ça part vers le haut, on avait raison. Mais que cette ligne-là soit au-dessus ou en dessous n'a aucun impact sur ce que je fais. Si vous ne pouvez pas appeler ça un indicateur, j'utilise l'indicateur des volumes. L'indicateur des volumes est un indicateur très important pour moi. Je base peut-être un 25% de mes décisions par rapport au volume. Et on a un 25% graphique. Et le dernier, le 50%, je vous dirais, c'est 50% de niveau 2. Donc le niveau 2, lui, va me dire vers où aller, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Donc ce niveau 2-là, j'ai 50% de la décision là, j'ai 25% sur le graphique et peut-être un 25% sur les volumes. Les volumes, peut-être un petit peu moins. Ça dépend des stocks. Certains stocks, je vais le checker beaucoup. D'autres stocks, je ne le regarderai pas du tout. Mais quand même, c'est une place où je prends mes décisions et qui sont quand même assez importantes dans mon trading. Ça, c'est clair. Donc, est-ce que j'utilise des indicateurs? Absolument pas. Absolument aucun. Même les lignes, comme je vous dis, que vous voyez là, je pourrais les enlever, je ne changerai absolument rien. Et ça se passe graphique, volume, niveau 2, c'est tout. On passe à autre chose. Non, pas d'indicateur, mais il faut être conscient que quand on commence, quand on débute, souvent, on a peur. On ne sait pas si on doit embarquer ou si on devrait embarquer et on ne le sait pas. Donc, ces indicateurs-là, souvent, vont renforcer notre croyance et va nous aider à embarquer dans le stock parce que peut-être qu'on a peur, on a besoin de se faire confirmer, on a besoin que quelqu'un nous dise que oui, on a raison de faire telle transaction, tandis que quand ça fait extrêmement longtemps que tu fais ça, les indicateurs, on les voit plus, ça donne rien, on focus avec notre imagination et on arrive à faire des gains avec ce que l'on voit et non pas des histoires de passé. Tous les indicateurs, c'est du passé. Donc, n'oubliez pas ça. J'utilise pas d'indicateur, à part les volumes, le graphique et le niveau 2. Nous voilà maintenant à la deuxième question. Est-ce que j'achète les breakouts ou les supports? Donc, c'est pas une question qui se répond en 2 secondes, mais je vais essayer de vous répondre ça le mieux possible et le plus rapidement possible parce que c'est pas le but de toute cette vidéo-là. Mais répondez à cette question le plus rapidement possible. Alors, regardons ça. On va commencer avec un stock sur le Nasdaq. Comme vous voyez ici, c'est le Nasdaq. Donc, il y a une grosse différence entre les deux. OK? Première chose, je vous dirais, est-ce que j'achète le support ou la résistance ou XY? Si on regarde ici, par exemple, dans le cas de SNDL, on l'a vu beaucoup cette semaine et ce mois-ci, SNDL, et habituellement, dans un graphique qui monte, ok, si on regarde ce graphique-là, ce n'est pas un graphique qui est en train de descendre, on n'est pas à la baisse. Ce graphique-là monte, et toujours un peu plus haut, peu importe la façon qu'il s'y prend. C'est un graphique qui monte. Dans un graphique qui monte sur le Nasdaq et le New York Stock Exchange ou n'importe quelle des grosses bourses majeures, ok? Habituellement, sur un stock qui monte,
j'achète le support. OK? Donc, ici, si on regarde ça ici, là, OK? Ça l'a déjà monté. Et par exemple, cette journée-là, OK? On va regarder cette journée-là vite fait. C'est un graphique pour moi qui monte, parce que je vous l'ai montré. Avant le début de la journée, tout ça, ça a monté. Et là, on attend les pullbacks. Pullback ici, je vais être porté à embarquer là, à débarquer, à rembarquer, à débarquer. Même si on n'est pas en breakout, même si on n'est pas en hausse totale, ce graphique-là est un graphique en hausse. Dans ma tête, je sais qu'il y a une hausse. Et j'achète les supports et j'essaie de vendre les résistances. Donc, c'est des scalps rapides. Et est-ce que j'achète le support ou la résistance? Dans un cas comme ça, j'achèterais le support. Okay? Parce qu'il n'y a pas de résistance claire. Oui, il va en avoir une éventuellement. Okay? On va la regarder ensemble. On va vous faire une petite ligne. Donc, il y a une résistance qui se bâtit à peu près à ce niveau-là. OK? Oups, ça a été tout croche, mais peu importe, on va prendre cette ligne-là. Faisons fi là, de l'after hour et tout ça. Là. Cette ligne-là est une ligne de résistance. Est-ce que je vais, après 2 ou 3 barres vertes, aller acheter la résistance? Non. Si, par exemple, on fait 2-3 barres vertes et on se stabilise près de la résistance, oui, je risque d'acheter le breakout. Mais dans un cas comme ça, on monte et à chaque fois qu'on arrive à la résistance, on redescend. On va attendre le support. On achète le support, on arrive à la résistance. Oh, ça n'a pas de l'air à vouloir, on vend et on attend le prochain support. Mais si on arrive, on monte et on ne redescend pas, ça se pourrait qu'on achète le breakout. Donc ça, c'est pour les gros stocks et les grosses bourses majeures. Mais si par exemple, on s'en va voir un OTC, parce que les OTC, c'est complètement différent, je vous montre ça à l'instant. Nous voilà sur un OTC. Donc, les OTC, c'est passablement différent. Si on regarde, ici, on va avoir des résistances claires. Et on est toujours près de la résistance. Peu importe. On s'en va pas très très loin sur le support. On remonte, on sait pas trop. Hein, on casse. On fait la méthode de market maker ici. On fait peur aux gens pour l'exploser. Après ça, on monte, on se stabilise. Il y a une résistance qui s'installe ici. On fait la méthode de market maker juste avant de la faire décoller. Au breakout ici. C'est une bonne option. On peut regarder la méthode de market maker et essayer d'acheter la méthode de market maker aussi. Mais là, il faut s'y connaître et il faut vraiment focusser. Ça revient un peu au crash. Mais pas de crash, donc ce qui donne une explosion. Donc on focus le crash, pas de crash. On sait qu'il risque d'avoir une baisse à la fin de la journée ou plus loin dans la journée. Donc on fait ça à répétition. Donc les OTC, à un certain moment, c'est des breakouts. Parce que là, bon, on se stabilise. Je ne serais pas du genre à acheter le support sur les OTC. OK? Le OTC, je vais attendre qu'il se stabilise. Ah, il va se placer, c'est pas trop. Oh, il y a une résistance qui se dessine. La méthode de market maker, on voit qu'il y a un crash, mais que ça ne crash pas, in, et après ça, ça part. Donc, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. On a vu ici, consolidation toute la journée, une baisse et un breakout. Bon, c'était trop à la fin de la journée, on n'a pas eu le temps de casser officiellement, mais peu importe. Vous voyez un petit peu la méthode. Donc, dans les OTC, on achète plus des breakouts ou plus la méthode de market maker, mais là, il faut que tu sois vraiment focus. Là. Mais quand on voit les breakouts arriver, sont assez évidents. C'est souvent des lignes complètement horizontales comme ça et qui durent la journée au complet. Là. Donc, on le sait. On le sait que ça s'en vient. On a besoin de le focuser. Si on continue, par exemple, sur MCOA c'était pareil. On arrivait, on voyait la résistance. Quand on casse la résistance, il y a un up. On arrive, on voit une résistance. Quand on casse la résistance, il y a un up. Donc, sur les OTC, on est plus porté à acheter un breakout. C'est comme ça, les OTC, c'est tellement lent. On monte, on montre qu'il n'y a plus de vendeurs. Il y a une autre vague d'acheteurs qui arrive. On part vers le haut. Il faut démontrer qu'il n'y a plus de vendeurs. Puis on fait ça à répétition et à répétition. Donc, pour les OTC, j'achète plus des breakouts. Sur le marché plus régulier, sur des actions à 25, 50 ou 75 sous,
Là, je vais plus regarder pour les supports. Et les supports se font de certaines manières que j'ai analysées et on pourra en reparler dans d'autres vidéos, là. Mais le crash ici commence à être pas mal documenté dans ma tête, là. Donc, ça s'en vient, on s'en vient bon, les amis, on s'en vient bon. Donc, c'est ça. Est-ce que j'achète le support, la résistance? C'est des questions qui semblent faciles, mais pourtant, qui ne sont pas si faciles que ça à répondre parce que ça dépend de toutes les situations, des volumes, ça dépend de plein de choses. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'étudier et d'en savoir plus à ce sujet-là. Nous voilà au numéro 3. Et oui, les amis, le number 3. Je veux quitter mon emploi et être trader temps plein ou peu importe. Même s'il n'y a pas de point de questionnement à la fin, c'est quand même une question. Souvent, les gens vont se demander comment se fait la transition entre leur emploi et leur sécurité de ce qu'ils font et qu'ils peuvent vivre et tout ça à devenir trader temps plein. Parce que, en général, c'est pas parce que j'ai décidé de m'en aller étudier en trading, donc tu lâches ta job puis que tu deviens un trader de succès. On ne sait jamais qu'est-ce qui se passe. Ça prend du temps de devenir trader, ça prend de l'expérience, ça prend de l'habitude et tout ça se fait tranquillement. Comment se fait la transition et qu'est-ce qui va faire que vous allez devenir un trader à temps plein? À la base, personne n'est un trader à temps plein si on ne vit pas de notre trading. Donc, si on ne vit pas de notre trading, on n'est pas des traders encore. On sera un trader temps plein à faire ça toute notre vie quand on va être capable de payer tout ce qu'on a à payer minimum avant de pouvoir justement être trader temps plein. Mais ça, c'est pas parce que, par exemple, ce mois-ci, ça a bien été et que peu importe les raisons, peu importe combien que vous avez dans votre compte et tout ça, vous avez réussi à faire, par exemple, 2000 ou 5000 ou 10 000 et vous voyez que vous êtes capable de payer soit votre appartement ou soit votre maison ou peu importe, ou et la nourriture et tout ça. Oui, c'est bien parti, mais c'est pas ça qui fait que vous allez quitter votre emploi demain matin. OK? C'est la persévérance et la continuité des gains. Donc, on ne quitte pas son emploi comme ça. OK? Et sachez que chaque personne est différente et on a tous des situations financières différentes et on est vraiment tous différents de ce côté-là. Il y en a qui vont rester dans un appartement, il y en a qui vont rester chez leurs parents, ça ne leur coûte pas un sou. Il y en a d'autres qui vont avoir une grosse maison, qui ont un gros emploi, puis ils ne peuvent pas se permettre de quitter un emploi à 100 000 $ pour aller faire 10 000 à la bourse. C'est pas logique. Donc, quoique moi, à mes débuts, juste pour vous donner une idée de mon état d'esprit à mes débuts, j'avais un travail qui me donnait environ 100 000 par année à peu près. Et je me suis dit, quand j'ai quitté pour m'en aller à la bourse, quand même que je ferais juste 50 000 à la bourse, ça serait encore mieux parce que je travaillerais beaucoup moins et je serais beaucoup moins stressé, je payerais beaucoup moins d'impôts et en tout cas, tout ça ferait que ça pourrait avoir de l'allure. Donc, mais pour chacun d'entre vous, qu'est-ce qui va faire que vous allez devenir un trader à temps plein? Par exemple, je vais donner un exemple. Moi, Danny Murray, je vis dans un appartement, ça me coûte 500 $ ou 1000 $ mon appartement, plus 500 ou 1000 $ de nourriture et tout ce qu'il y a d'autres frais. Donc, ça me coûte 2000 $ par mois, plus les impôts, on va aller à 4000 $. J'ai besoin de faire 4000 $ minimum par mois pour pouvoir vivre de mon trading. Ce qui veut donc dire que c'est pas parce que je fais 5000 ce mois-ci qu'on est parti en grande et que je peux quitter mon emploi. Qu'est-ce qui va arriver et qu'est-ce qui va faire que la transition va bien se faire? C'est vous allez continuer ce que vous faites de si bien, de trader. Le premier mois, vous faites 2000, le deuxième mois, on en fait 3, après ça, on en fait 5, après ça, on en fait 4. Puis là, mais après 6 mois, on a quand même accumulé. Accumulé un 2000 là, un 3000 là, ou un 5000 là. Et là, on se ramasse après 6 mois ou après un an qu'on est rendu à 50, 75, 100 000. OK? Et quand je dis que le compte va vous parler pour devenir trader, quand je dis ça, c'est parce que à un certain moment, par exemple, je suis dans mon appartement, ça me coûte 2000 $ par mois vivre chez moi.
j'ai travaillé pendant un an et en plus travaillé les soirs, les fins de semaine dans mon emploi normal et tout ça, ou peu importe, là, c'est quoi votre situation. Et là, par exemple, dans votre compte de trading, par exemple, vous avez 100 000 $. Là, vous avez votre 100 000. Mais là, on s'entend, 100 000 $, si vous avez besoin de 4 000 $ par mois avec les impôts payés pour vivre, ben, vous allez en avoir quand même pour plusieurs années là, avec 100 000 $. C'est certain que si vous avez pour 5 000 ou 10 000 de paiement par mois, là, c'est pas pareil. On a besoin de plus que ça. Donc, souvent, on va se rendre compte que c'est le compte qui va vous parler. Il va vous dire, regarde, tu vis dans ton appart, ça te coûte 2 000 par mois, puis t'en as 100 000 dans ton compte, puis ça continue à bien aller ton trading. Donc, tu as quand même plusieurs mois d'appartement payé. Et là, évidemment, habituellement, quand on passe de presque 0 à 100 000 $, là, on ne va pas prendre notre 100 000 $ pour la descendre à 0. J'ai pratiquement jamais vu ça. Des gens qui gagnent, continuent à gagner, n'arrêtent pas de gagner, font juste s'améliorer avec le temps et n'en faire juste plus et plus. Donc, si on est parti pour la gloire, puis que là, vous commencez à regarder, vous vous dites, hey, oui, mais là, je vais payer mes impôts, OK, on avait 100 000, mais là, on a 50 000. 50 000, si ça vous coûte 2 000 par mois, vivre chez vous, ben ça veut dire que vous avez 50 mois de payés, là. Ça? Non, vous avez 25 mois de payés, excusez-moi. Donc, vous avez 2 ans d'appartement payé. Là. En 2 ans, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire à la bourse? Reprendre votre compte à 50 000 $, le monter à 100 puis à 150 000 pour avoir un autre 2 ans d'appartement payé. Donc, quand je dis le compte va vous parler, c'est qu'à un certain moment, votre compte est capable de payer pendant plusieurs mois votre vie et le compte va juste continuer à monter à travers tout ça. Donc, à partir de là, ça sera peut-être un bon moment pour quitter votre emploi et prendre la décision de devenir trader officiellement à temps plein et lâcher justement les horaires de fou à travailler 2 jobs, à être trader le jour, puis faire travailler le soir, de nuit ou peu importe. Donc, on en est là. C'est la façon de faire. Comment qu'on quitte notre emploi, ça se quitte par soi-même à un certain moment. Si c'est vous, c'est pas 100 000 que vous avez besoin, c'est 250 000. Quand vous allez être à 250, 300, 350, vous allez vous dire, ben là, ça me semble évident. Il faut que je quitte ma job parce que là, regarde, je perds de l'argent à pas être en avant de la bourse. Parce que vous allez voir que la bourse, c'est pas mal plus payant que n'importe quel job. Donc, au bout de la ligne, c'est comme ça qu'on finit par savoir quand on quitte notre emploi. Votre compte va vous parler selon votre situation financière. Nous voilà au point numéro 4, les amis. Oui, number 4. L'information sur ton site, comment ça marche. On va essayer de faire ça ultra vite fait. Et je suis désolé de faire du coq à l'âne. Il va y avoir des questions, mais ça part un petit peu dans tous les sens sur mon top 10, mais on y va quand même avec ça. Donc, si vous allez sur mon site, je vais vous expliquer c'est quoi exactement. La formation sur Questrade, c'est pas compliqué. Vous ne savez pas comment que la plateforme fonctionne, il y a plein d'options, vous voulez avoir les mêmes graphiques que moi, installer comme moi et tout ça, je vous pars le logiciel de Questrade absolument avec 0 et on monte tout ça ensemble jusqu'à temps qu'avoir toutes nos fenêtres et toutes nos façons de fonctionner et tout ça. S'il y a des informations manquantes, ils vont se retrouver sur YouTube, comme par exemple comment passer des ordres et tout ça. C'est pas dans cette vidéo-là. Cette vidéo-là, c'est vraiment pour vous installer sur Questrade. Formation Devenir trader en 4 heures, qui est celle-là ici. C'est un condensé, mais qui a été refait. Donc, j'ai regardé qu'est-ce que j'avais besoin pour devenir un trader et quoi que j'avais besoin de savoir si je partais de 0 et tout donner ça dans une formation le plus rapidement possible. Donc, cette formation-là, c'est un condensé de tout ce qu'il faut savoir pour être un trader comme moi, qui a la compréhension de l'analyse technique et tout ça. Donc, c'est cette formation-là que si vous n'avez pas vu aucune vidéo de mes sur YouTube ou peu importe, c'est pas les mêmes formations de toute façon, tout a été refait, mais vous pouvez faire sensiblement la même formation, mais en plusieurs heures sur YouTube. Donc, c'est sauver du temps, c'est la raison de cette formation-là. Je voulais vous faire sauver du temps
Et il n'y a pas grand-chose de nouveau, mais c'est pour aller le plus vite possible. Autre information. Comment profiter du secteur cannabis? C'est une formation basée sur les OTC qui fonctionne sur tous les secteurs qui ont rapport avec les OTC. C'est l'idéal pour apprendre comment fonctionnent les OTC et tout ça. Toute cette formation-là est basée là-dessus et c'est recommandable, mais pas obligatoire, ça c'est clair. Vous pouvez l'apprendre par vous-même, ça va vous prendre des années, puis vous allez arriver à ces conclusions-là, mais peu importe, celle-là, pour ceux qui sont dans les OTC, peut être intéressante pour vous. Sinon, ce n'est pas une obligation. Aucune de ces formations-là sont des obligations. La formation du niveau 2 est la formation la plus vendue et la plus recherchée, et la meilleure formation de Danny Murray Trader, mais c'est une formation qui est avancée. Est-ce que c'est complémentaire à YouTube? Absolument. Est-ce que c'est complémentaire à la formation Devenir Trader en 4 heures? Oui, ça. Tout, c'est vraiment séparé. C'est une formation qui vous parle du niveau 2, parce que c'est là-dessus que je passe ma vie au complet. Et vous ne retrouverez rien ou presque de tout ça sur YouTube. Toutes mes formations, c'est tout du nouveau. Il n'y a absolument aucune vidéo qui a apparu sur YouTube. Donc, tout ça est de l'original. Et cette formation-là est la formation la plus recommandée de moi et de tous mes étudiants. Donc, je vous le recommande fortement. Formation du niveau 2. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour mes formations sur mon site. Autre question, numéro 5, les amis. Comment fais-tu pour éviter les offerings? Un offering, c'est quoi? C'est une nouvelle qui apparaît et qui fait souvent baisser drastiquement une action. Là. On parle de baisser de 20, 30, 50% en l'espace de genre 10, 15, 20 minutes. Donc, c'est quelque chose qui se passe très fréquemment. Ça arrive, mais ça arrive pas si souvent et moi, ça m'arrive pratiquement jamais. Comment je fais pour éviter les offerings? Les offerings souvent arrivent en after hour. Des fois, ils vont arriver pendant le jour. Mais quand même, souvent, ça arrive en after hour ou en pré-marché le lendemain matin. C'est des choses qui arrivent. Et comment qu'on fait pour pallier à ça et essayer de les éviter le plus possible? Ben, les éviter, c'est de ne pas faire d'overnight. Donc, on ne garde pas notre action à 4 heures pour aller se coucher avec et se rendre compte le lendemain matin, quand on se lève, qu'il y a eu un offering, ça a baissé de 50%. Donc, c'est ce que je fais pour éviter les offerings. Pendant des années, je me suis fait mal en overnight. Je vous en reparle un petit peu plus loin dans cette vidéo-là. Mais comment je fais pour les éviter? Première étape, ne pas faire d'overnight. OK? Des overnight, c'est très dangereux. Deuxième chose, quand on est sur un graphique et on est déjà très élevé, le risque est là. Okay? On ne parle pas de risque quand ça n'a pas monté. On parle d'offering quand ça a beaucoup monté. On va regarder un exemple. Ce n'est pas un exemple d'offering, mais ça donne le même genre de graphique. On a une action qui est là. L'offering ne se fera pas ici. Ne se fera pas là. Ne se fera pas là. Elle va se faire soit là, ou soit même plus haut. On ne sait pas. Mais le résultat, ça donne un crash comme ça. Pas plus compliqué que ça. Donc, comment qu'on fait pour éviter les offerings? On ne va pas aller garder overnight un super stock qui est explosé totalement. Ça risque d'être dangereux. Mais si on a acheté ici, l'offering, tout ce qui va arriver, c'est qu'il va manger nos gains. Et ça va rebaisser, on va avoir beaucoup moins de gains que prévu, mais on est quand même dans les gains. Mais si on s'en vient ici, et là on vient acheter, c'est là la problématique. Cette problématique-là, il faut la comprendre. Quand on est dans un penny stock qui a monté de 25, 50, 100%, 200, même 500%, tout peut arriver. On peut redescendre ce 500%-là. Si on est à plus 500% à un certain moment, là, on touche le sommet. Là. Et le sommet, à 95% du temps, c'est un simple pompe et dump. Ils vont pomper le stock, ils vont le faire monter le plus possible. Puis quand ça dompe, il n'y a plus personne qui pompe. Donc, ça ne fait que descendre et descendre et descendre pendant des mois, pendant des semaines, pendant des années. Peu importe. Du pump and dump, c'est dangereux. Mais, qu'est-ce qui n'est pas dangereux? C'est de partir, d'acheter ici, d'avoir l'explosion et de revendre là.
Il n'y a pas de danger à faire ça. Mais si vous n'êtes pas dans le stock, vous êtes dans le FOMO, vous embarquez ici, oui, le risque est bel et bien là. Si on est pendant la journée, on le voit le risque s'en venir, ou on voit le début de la baisse et on se fait sortir, puis bon, c'est beau. Mais si c'est en overnight, c'est là la problématique. Donc les offerings, soyez conscients que ça n'arrive pas quand on est ici. Ça va arriver quand on est dans des pics totales. Peut-être ici, un petit peu, ou, tu sais, mais ça n'arrivera pas dans le bas ici. Là. La compagnie n'a pas d'intérêt à sortir leur action quand elle n'est pas surévaluée. Parce qu'ils vont partir, par exemple, avec cette action-là. On va donner des chiffres fictifs. Là. On part à 1 sou, on monte ça à 8 sous, puis là, on va dire, hey, on fait un offering à 3 sous. Hey, là, ça paraît un rabais là, quand on est à 8 sous. Mais on est quand même 2 puis 3 fois plus haut que ce qu'on était quelques jours avant. Donc, le danger est là. Donc, pour éviter des offerings, pas d'overnight, et pendant la journée, ben, votre stop mental, exécutez-les. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, une vague de baisse ou tout ça, on ne sait jamais quand ça peut arrêter. On sort le plus vite possible et c'est affaire classée. Je me suis fait prendre dans combien d'offerings dans ma vie? Un en overnight. Sinon, tous les autres, je les ai évités en sortant avant même l'offering. Donc, gardez ça en tête, c'est sûrement parce que je fais quelque chose de bien. Question numéro 6, les amis. Comment choisis-tu tes overnight? As-tu déjà fait des erreurs? Et bien sûr que j'ai fait des erreurs. Et on parlait d'offering, là, quelques secondes. Il y a les offerings, mais il y a 12 millions de raisons pourquoi que les overnight sont à proscrire pour les nouveaux, ceux qui débutent et tout ça. OK? Moi, j'ai été pendant des années, on parle pas là d'essayer 2-3 fois, là. Pendant des années, à m'essayer overnight, puis à me péter la gueule, puis à ne pas prendre la bonne décision, puis avoir une bonne journée, par exemple, de plus 800$ pendant la journée, puis de me scraper ça en overnight, puis perdre 1100$, puis commencer à moins 300$, plus avoir commencé la mauvaise, d'avoir détruit ma journée d'avant. Donc, les overnight, oubliez ça. On ne parle pas des OTC nécessairement ici. Okay? Les OTC, oui, c'est dangereux, mais ça revient un petit peu au même principe que l'on était il y a quelques secondes, qui est ne pas acheter en overnight quand on est trop haut par rapport au graphique. Et on peut scalper peut-être plus rendu là, mais aller overnight, le danger est bel et bien là, mais quand même, si vous suivez votre action, si vous êtes focus, peut-être vous allez pouvoir, mais je ne recommande aucun overnight, surtout pas pour les débutants. Pour les avancés, comment que je trade mon overnight, c'est que, par exemple, un move sur peu importe le stock qui monte en overnight, pour moi, c'est un mouvement manqué. Okay? Mon overnight, souvent, est basé sur toute la journée. J'ai vu les transactions de toute la journée ou presque. J'ai suivi mon action, j'ai été focus. J'ai vu à plusieurs reprises qu'elle a essayé de descendre et elle remonte à chaque fois. Donc, elle ne veut pas descendre. À partir de là, peut-être que je vais décider de faire un overnight. Si ça monte pendant l'overnight, c'est même si vous voyez souvent plusieurs beaux gains là, de ma part là, en overnight, c'est des mouvements manqués. Okay? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en overnight, je me dois de gérer mon risque encore plus serré. Parce que les mouvements sont plus grands et on n'a plus de contrôle à partir de 5h30 chez Questrade, mais peu importe. Puis, donc c'est ça. Donc, au lieu, par exemple, d'acheter une action, d'en acheter 100 000, je vais en acheter obligatoirement 50 000 ou peut-être même moins 25 000. Parce que je ne peux pas me permettre d'avoir 100 000 actions parce que si ça descend, je vais en perdre 7 000 ou 8 000. Puis là, je fais le calcul, je me dis, ah non, 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 je ne peux pas garder ça puis avoir une possibilité de perte de 8 000 demain. Donc, je vais descendre à 50 000. Bon, là, une perte de 4 000. Est-ce que c'est mieux pour toi? OK, bon, j'ai eu une bonne journée, j'ai eu plus de 10 000 aujourd'hui, fait que quand même, je perdrais 4 000 demain, bon. Mais des fois, j'aurais pas fait autant dans la journée. Donc là, je voudrais pas perdre ma journée. Donc, je vais me dire, ah, c'est peut-être 25 000 que je vais garder overnight.
Mais un move qui monte overnight, pour moi, c'est un move manqué, dans le sens où j'aurais été théoriquement supposé d'en avoir 2 puis 3 fois plus en quantité que le mouvement qu'on a en overnight, puisqu'il y a plus de risques et il faut faire attention avec ça. Et comment je choisis mon overnight, c'est en étant focus presque toute la journée sur une certaine action qui fait que je sais qu'est-ce qui s'est passé en arrière de tout ça. J'ai vu qu'il y avait des accumulations, j'ai vu que les gens achetaient des grosses quantités sans même se poser de questions, puis ça explose à tout bout de champ, en tout cas. Mais ça a été des années d'expérience et 10 ans d'expérience et plus pour arriver à ces analyses-là et à cette compréhension-là de un stock toute la journée risque d'exploser en after hour parce que il s'est passé telle chose pendant la journée. Donc, c'est le genre de choses que moi, je regarde. Je ne regarderai pas la nouvelle en arrière. Je ne suis pas en train de me dire « Ah, il y a eu des bons résultats financiers, fait qu'il va continuer à monter. » ou non. Graphiquement parlant, et sur le niveau 2, qu'est-ce qui s'est passé pendant la journée va faire que je vais garder mon overnight ou pas. Donc, c'est la différence et comment je gère mon risque overnight. Et revenant à est-ce que j'ai déjà fait des erreurs? J'en ai fait pendant des années, des dizaines, des centaines de transactions overnight que je regrette aujourd'hui parce que la majorité finissait par me maganer le lendemain plus que d'autres choses. Je finissais par perdre et perdre des gains de la journée d'avant ou des choses comme ça. Et certaines fois, oui, mais je ne suis pas là pour faire du gambling à la bourse. Je suis là pour gagner. Et être overnight, c'est du gambling. Oui, tu peux attraper le jackpot, mais tu peux perdre aussi beaucoup. Donc, encore une fois, pour les nouveaux, oubliez ça. Pour les traders très avancés, comme moi et comme d'autres, là, vous pouvez prendre des risques à certains moments parce que votre risque est géré et calculé et vous savez c'est quoi votre risque de perte. Donc, la vidéo va être longue, déjà 30 minutes. Point numéro 6, passons au numéro 7, les amis. Alors, comment fonctionnent les impôts pour un trader? Donc, n'oubliez pas qu'on n'est pas en investissement. Donc, c'est pas des investissements, c'est pas géré de la même façon. On fait beaucoup de transactions et vu qu'on est actif, ben, c'est un peu comme être travailleur autonome. Donc, c'est comme ça qu'on va déclarer un trader. Un trader a un revenu. De combien est ton revenu? Tu as commencé avec ton compte avec 100 000 au début de l'année, tu es rendu à 200 000, tu as donc fait 100 000 $ cette année en tant que travailleur autonome. Donc, on va aller voir une petite table d'impôts pour vous impressionner avec nos chiffres d'impôts. Donc, les impôts au Canada, donc les revenus imposables. Donc, vous voyez ici les revenus fédéraux Québec, ça c'est ce qu'on a à payer. Donc, tant qu'on n'arrive pas à 14 000 $, on ne paye pas d'impôts. À partir de 14 000 $, c'est ça les impôts que l'on a et ça marche en pourcentage. Vous voyez les pourcentages ici. On commence à 9 et blablabla, vous déboulez tout ça. Donc, taux effectif, ok, c'est plus ça ici. Donc, regardez ça. Et plus ça monte, plus ça coûte cher en impôts, évidemment. Et on va aller autour de mes tranches, Comme vous voyez, 200 000 et plus. Donc, on est à 52,4%, même 53 à 250 000. Donc, là, on a affaire à se situer dans cette section-là parce que sinon, on se fait manger par l'impôt et ça fait mal. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Les impôts, on marche avec un revenu de travailleur autonome qu'on déclare à notre comptable et qu'après ça, ben, on paye nos impôts là-dessus. Donc, moi, si par exemple, cette année, je fais par exemple 400 000 $, et j'aime ça, avoir une fiche comme ça qui arrête à 400 000 quand moi, je me défonce ça bien plus haut. Mais en tout cas, on est dans le top de la braquette, 400 000 les amis. Donc, vous allez savoir combien vous allez devoir. Sur 400 000, 91 000 d'un côté, 93 000 de l'autre. Donc, on paye 184 000, ça. D'impôts au total sur 400 000. Donc, faut être prête, les amis, prête mentalement à faire des grosses dépenses. Mais que voulez-vous, ça fait partie de la game. Donc, les impôts, pas plus compliqué que ça. On est un travailleur autonome.
Question numéro 8, les amis. J'ai vu tes vidéos sur YouTube et j'aimerais avoir une formation privée. Je vais répondre à cette question-là assez vite, merci. Je ne donne pas de formation privée. Le pourquoi de la chose, vous le voyez, là, je fais des journées de 10 000, 15 000, 20 000, 25 000. Personne n'est capable de payer mon salaire. Et personne est capable d'équivaloir à quoi que ce soit. Personne ne va me donner 10 000 $ pour une journée, ou peu importe. Là. Donc, je ne donne pas de formation privée pour cette raison-là. Et c'est pour cette raison-là que je donne mes formations publiques. Parce que tout ce que j'ai à donner, je le fais en vidéo parce que ça ne sera pas juste à une personne que je vais le dire et que je vais être obligé de le répéter à 54 personnes qui vont avoir une formation privée. Je vais faire une vidéo et le monde entier, s'ils veulent aller la voir, ils iront la voir et ils vont pouvoir la voir pour toujours. Donc, j'ai aucun intérêt à faire des formations privées parce que je n'aime pas répéter pour rien. Et ça donne rien. Je prône quand même sur la pratique et la persévérance pour réussir en trading. Donc, même si je vous ferai une formation privée, ne fera pas de vous que vous allez pouvoir étudier juste pendant 3 semaines et après un mois être devenu trader, gagnant et que tout aille bien. Ça ne fonctionne pas comme ça. La formation privée peut être pratique, mais tout est gratuit sur YouTube. Allez le voir sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne, n'oubliez pas, parce que moi j'aime ça des abonnés et des pouces bleus. On en parlera un petit peu plus loin dans la vidéo. Les pouces bleus, moi, c'est fou raide. Malheureusement, je ne donne pas de formation privée. Si vous êtes sur le chatroom et tout ça, parfois, je vais donner des formations. Je vais parler de ce qui se passe, de comment qui est mon minding. Et il y a des journées que ça va bien, des journées que ça va mal. Et on parle un peu de tout ça. Donc, pour les formations d'un sens privé, c'est pas mal la seule chose que je fais. Certaines fois, je vais choisir une personne et je vais la conseiller personnellement. Et je ne lui chargerai pas un sou et je vais essayer de la faire progresser à travers ça. Mais sinon, je décide par moi-même qui choisir une fois de temps en temps. OK, cette personne-là, je vais l'aider, ça fait longtemps qu'il est là, qu'il travaille fort, qu'il veut y arriver, puis que je le vois, puis OK, je vais l'aider. Mais sinon, formation privée, malheureusement, je ne donne pas ça. On passe au point numéro 9, les amis. Et quand on dit passer du coq à l'âne, nous voilà le numéro 9. Y a-t-il d'autres stocks que les top gains du jour que tu trades dans une journée? Donc, très bonne question, mes chers amis. Très, très bonne question. Alors, si on regarde ce stock-là, CTRM, ça a été un de mes bons moves, une semaine ou deux, peu importe. C'est ce que l'on voyait. Okay? On avait eu une hausse. Bon, j'avais tradé là-dedans, je ne sais pas trop où, peu importe. À un certain moment, bon, ça baisse, ça baisse. On ne la regarde plus, on la regarde moyen ou peu importe. On arrive ici. OK? Sauf que là, j'ai vu cette journée-là et j'ai vu ce qui se passait ici. OK? Donc, et je voyais aussi, comme je vous dis, souvent j'analyse les volumes. Les volumes de vendeurs, il n'y en avait plus de volume de vendeurs. Donc, on a écoulé tous les vendeurs. On est pourtant plus haut que le 15. Là. On est rendu à 17, bien consolidé. Les vendeurs ont tous passé. Donc, le risque de hausse est possible. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Puis, ça va peut-être dire que, genre, ce matin-là, par exemple, ça, c'était une journée. Et là, on arrive en overnight. Et le lendemain matin, bon, je l'ai à l'œil. Mais pendant ce temps-là, je ne suis pas en train de regarder des top gainers du jour, les meilleurs gains du jour, et je ne suis pas en train de trader un OTC, où, tu sais, je manque un paquet d'opportunités pour regarder ce stock-là. OK? Donc, espérons qu'il fonctionne, mais est-ce que je fais ça tout le temps? Non. Ce que j'allais vous dire là-dessus, c'est, est-ce qu'il y a un autre type de stock que les top gains que je regarde? Ce sont les stocks que j'ai déjà tradés dans la semaine, donc auparavant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu l'action qui monte et qui descend, qui se stabilise, qu'il n'y a plus de vendeurs. Donc, c'est comme un follow-up. C'est quelque chose qui va suivre et qui risque d'arriver dans les prochains jours. Donc, oui, ça arrive. Mais quand ça arrive, c'est sur un stock que j'ai déjà tradé ou qu'on a déjà regardé pendant la semaine, qui est en bull flag sur plusieurs jours. Si vous regardez ici, bon, il y a eu un bull flag qui n'était pas très évident, mais peu importe, on a explosé. Là, on est en train de faire un nouveau bull flag.
Et c'est pas parce qu'on est à 0 que ça n'explosera pas à 60 sous, ça là. Moi, j'attends mon prochain move. Là. Je vais avoir 100 000, 150 000 actions pendant la journée pour ce move-là. Mais tout ça pour vous montrer que, regardez le résultat que ça a donné. Ça l'a explosé totalement. On est passé de 17 à 24. J'ai fait une bonne pause de cash là-dedans, peu importe c'était combien. Pourquoi? Parce que c'est un stock qu'on a entendu parler beaucoup pendant la semaine parce qu'il a monté beaucoup. On est passé de 15 à 22, donc un 50%. Et là, on rebaisse, on rebaisse, on rebaisse. Et là, il n'y a plus de vendeurs. OK, on focus. Donc, ce type d'action-là, des actions qui étaient là pendant la semaine, qui font un bull flag sur plusieurs jours, oui, sont à regarder. Mais, sous peine de perdre un paquet d'opportunités de top gain du jour, et peut-être qu'on va tomber sur une action qui ne partira pas le matin. Donc, on va clairement avoir perdu notre temps à regarder ce stock excusez-moi de l'expression, mais ce stock de merde. On va avoir perdu notre temps à regarder ça. Pourtant, ben, tout était clair. T'sais? Ici, ça a explosé, c'est beau, mais ça n'aurait pu ne pas exploser, me faire perdre tout mon avant-midi, qu'il ne se passe rien, pendant que les top gainers, 5300 Rios, vous voyez les gains, ça n'a aucun sens ces temps-ci. Regardez tous les 100%, 500, 200, 300, c'est fourré de la bourse. Donc, oui, les follow-up, les actions qui traînent depuis quelques jours, qui sont en bull flag, en formation de bull flag sur plusieurs jours, oui, c'est un autre type d'action que je regarde, mais c'est la seule autre type d'action que je regarde. Les autres actions, je ne regarde pas. Tout ce qui est dans le rouge ou peu importe, ça n'a aucun impact sur moi. Je ne regarde pas ça. Il y a plein d'autres opportunités à voir. Ça n'en sera d'autres, mais ça ne sera pas ces actions-là. Donc, les follow-up, oui, on regarde ça une fois de temps en temps. Et nous sommes enfin rendus, les amis, à la dernière question. Et avant tout cela, vous pourrez quand même, si vous avez apprécié cette vidéo, m'exploser les beaux pouces bleus parce que je suis un YouTuber puis moi je capote sur les pouces bleus. Et n'oubliez pas, si vous voulez supporter ma chaîne, les petits commentaires sont bienvenus. YouTube adore ça. Donc, si vous voulez me laisser un petit commentaire pour me supporter, ça va me faire un grand plaisir. Donc, merci beaucoup en avance. On finit ça avec comment trouver les premiers stocks OTC le matin. Parce que le matin, vous le savez, les OTC, il n'y a pas de top gainer. Les top gainers ouvrent à 9h30. Et à 9h30, c'est déjà l'ouverture. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a des stocks qui sont déjà bien verts et tout ça. Donc, les OTC, ça n'ouvre pas avant 9h30. Les market makers vont créer des transactions le matin quand même, mais puis là, ils vont peut-être vous afficher sur le stock en tant que tel, genre un plus 5% ou un plus 10%, c'est ça les gap up, là, on gap vers le haut. Comment ça fait que ça arrive? Ben, les market makers s'amusent un petit peu là-dedans, parce que les autres, même si c'est pas ouvert, ils font une coupe de transactions pour stresser le marché, et là, après ça, ben, il arrivera ce qui arrivera pendant la journée. Donc, si on regarde ce point-là, comment trouver les actions pour la journée? Donc, vous avez vu ma vidéo sur les screeners, le screener des OTC. Donc, vous irez voir ça. Écrivez screener OTC, vous allez trouver la vidéo. Un coup, vous avez fait votre screener, vous triez par volume. Donc, on va regarder ça à l'instant. Les volumes. Donc, on trie par volume. C'est là que ça va se passer. Donc, dès l'ouverture, OK, à 9h30, même 9h31, 32, vous vous réfléchissez et là, tout le tableau va afficher. Et avec les plus gros volumes de la journée. Et là, c'est le bout le plus intéressant et c'est le bout le plus nécessaire pour un trader de OTC, c'est être capable d'analyser ce qui se passe là tout de suite au début, à l'ouverture. OK? Qu'est-ce qu'on va voir à l'ouverture? Qu'est-ce qu'il faut regarder à l'ouverture pour trouver un bon stock? Donc, on va, par exemple, aller voir. On va en skipper quelques-uns. OK? Ce matin-là, OK? Cette journée-là, sûrement que ce stock-là apparaissait dans les top gains. Il n'était peut-être pas à l'ouverture, mais ce que vous allez chercher à l'ouverture, c'est un graphique comme ça. Un graphique qui a juste le premier début de la mèche ici
mais que le potentiel est monstrueux. OK? Le risque est faible, ça bouge presque pas sur plusieurs jours, et quand ça explose, pouf, ça part, et là, on perd la carte. OK? Donc, qu'est-ce qu'il y a à regarder le matin à l'ouverture? Et non, on ne peut pas le voir en avance, on ne le sait pas, les market makers s'amusent, et à 9h30, on fait le premier refresh, et là, on voit les stocks qui se passent pendant la journée. Les volumes, c'est pas très clair, donc on peut peut-être attendre quelques minutes pour voir qu'est-ce qui se passe. Et après ça, on va regarder le premier bull flag sur un OTC de merde. Donc, le OTC de merde, on arrive, on a commencé à monter, puis là, on bull flag à ce niveau-là. Donc, le graphique sur 5 minutes, on va voir un beau bull flag, et sur le quotidien, on va voir une mèche qui commence à dépasser. Là, c'est genre, oh, ça, c'est le stock à regarder. Là. Ça ne veut pas dire que c'est garanti et qu'on va devenir riche et millionnaire. Ça veut juste dire qu'on a un focus intéressant. Là. On peut faire un breakout sur le quotidien et ça peut aller extrêmement haut. Là. Il ne négligeait pas la possibilité de faire des ultra gains dans les OTC. Donc, si vous regardez ce stock-là, vous arrivez le matin, 9h35, un refresh. Bon, OK, les volumes sont sur 3-4 stocks ce matin. Vous allez regarder les 3-4 stocks. Si vous êtes dans des graphiques là, exponentiels, fous comme ça, c'est pas ça qu'on cherche pour le meilleur OTC. Vous pouvez scalper ce qui se passe ici, mais c'est pas le temps d'embarquer pour plusieurs heures ou plusieurs jours. C'est le temps de scalper. In, out, de 7 à 8, et voilà, faites un 1000$, puis on passe à autre chose, puis ouf, une chance, ça a crashé, ou ah, j'ai manqué le move, mais rendu à 12, puis c'est comme ça. Mais si vous avez un stock qui est par terre et qui commence à faire son breakout et fait son premier bull flag, il est là le focus, là. Parce que quand ça se met à décoller, on ne sait jamais où ça s'arrête. Donc, on refresh, on regarde les 3, 4, 5, 10 plus gros volumes, on regarde celui-là. Tu sais, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire un swing un peu plus long, ben, cherchez un graphique qui est encore par terre ici. Et si vous voulez faire un scalp rapide, ben regardez n'importe quel gain de 100 puis 150%, puis là, embarquez dedans, puis in, out, puis c'est la frénésie. Donc, c'est complètement différent les deux. Mais comment on fait pour retrouver les meilleurs? Ben, les meilleurs sont meilleurs jusqu'à temps qu'ils deviennent les pires. Donc, à ne pas oublier, là. Une action qui est déjà à plus 1000% depuis 3 jours risque de finir à moins 30, moins 40%. Là. Ça risque d'être une des pires. Sauf que si vous avez le premier jour ou presque de breakout, ben là, ça risque d'être bon pour plusieurs jours. Et faire pas juste du plus 50%, mais faire du 100, 200, 500, 1000%. Ou 5000% comme on voyait tantôt, ça n'avait pas de sens. 5000% sur RIOS. Qu'est-ce qui se passe sur RIOS? Si on regarde, ça n'a pas de sens. Là. Des heures de plaisir. Mais en tout cas, j'espère que vous comprenez un petit peu le but de la chose. C'est on regarde, on focus, on attend le bull flag. Ici, c'est quoi qu'il y a? Un beau bull flag. Ça se stabilise. Les volumes de vendeurs se sont calmés. Ça prend des vendeurs pour faire crasher. S'il n'y a pas de vendeurs, on ne peut pas crasher. Donc, on focus. Et il y aura peut-être un prochain move. S'il n'y en a pas, on flush et c'est tout. Et s'il y en a un, on essaie de rester dedans. Mais on est conscient qu'on part de très loin. Donc, ce n'est pas un investissement ultra long terme. Malgré tout, malgré les bull flags, malgré tout ce qu'on va voir. Donc, je pense, les amis, que ça va mettre un terme à cette vidéo la plus longue de l'histoire de Danny Murray Trader. 48 minutes, mes amis. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que vous allez avoir apprécié cette superbe vidéo. Si oui, encore une fois, ben, explosez-moi les beaux pouces bleus. I love you. On spread the love. Et, ben, c'est ça. Soyez gentils avec votre prochain. Et prenez soin de vos proches en ces périodes plus difficiles. Mais les périodes plus difficiles peuvent justement, vous pouvez en profiter pour devenir trader. Si vous êtes cloîtré chez vous, c'est le temps ou jamais. Donc, lâchez vos lustres dans les formations que je vais vous donner ici. Donc, merci à tous d'avoir été là. Je vous aime et on se reparle très bientôt. Ciao tout le monde.